Bienvenue à tous dans l'émission Les Pépites de l'IIM, l'émission dédiée aux talentueux étudiants de l'IIM Digital School. L'IIM Digital School, c'est l'une des premières écoles en France entièrement dédiée au métier du digital. Elle propose une formation complète et polyvalente autour de 6 axes métiers: le développement web, la création digitale, les jeux vidéo, le marketing et la communication, l'audiovisuel et l'animation 3D. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les meilleurs projets réalisés par les étudiants de première année de bachelor dans chacun des 6 axes métiers de l'école. Pour chaque domaine, un étudiant viendra nous présenter son projet, ses inspirations et ses ambitions. Et pour cette émission, je suis ravie d'être accompagnée de Mickaël Garimé, le responsable pédagogique de la première année de bachelor, qui partagera avec nous son expertise et son regard sur ses réalisations. Allez, c'est parti, on commence avec la première réalisation en audiovisuel. La consigne pour ce premier rendu était de concevoir, tourner et monter un contenu de 3 minutes sur une thématique choisie parmi une liste prédéfinie. Bonjour Baptiste, bienvenue sur le plateau. On est ravis de t'avoir ici avec nous aujourd'hui. Tu viens aujourd'hui nous parler un petit peu de ton projet, ou plutôt du projet que tu as fait avec ton groupe en audiovisuel. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Notre projet, c'est un mini-documentaire dans lequel on a eu la chance d'interviewer Christophe Petit, qui est l'un des gérants des derniers vidéoclubs en France. L'idée, c'était de présenter un métier qui est aujourd'hui en voie de disparition, mais qui est méconnu par notre génération, mais qui a bercé le quotidien des générations passées. Le but, c'était aussi de montrer l'ambiance si particulière qui réside dans ce lieu, dans le vidéoclub de la Butte, qui est un lieu assez unique et particulier dans la capitale. Pour ça, on a eu une approche assez immersive avec notre personnage de l'intervieweur en amorce de notre image et une caméra à l'épaule pour filmer l'interview, ce qui permet aux spectateurs une proximité avec les personnages, ce qui permet aux spectateurs du coup de s'identifier au mieux au personnage de l'intervieweur. Ce qu'on cherchait, c'était à attiser la curiosité des jeunes de notre tranche d'âge qui ont du coup pas connu l'âge d'or des vidéoclubs, mais aussi toucher la nostalgie des personnes qui ont grandi avec les vidéoclubs. Donc le but, c'était vraiment de montrer un métier qui a eu un âge d'or et qui aujourd'hui persiste encore assez discrètement en France. Pour la structure créative, on a avancé par étapes. Dans un premier temps, on a dû trouver un sujet qui plaisait à toute l'équipe, puis on a dû trouver un angle par lequel aborder notre sujet. Au fur et à mesure des semaines, on a avancé, peaufiné notre idée et notre manière de la réaliser. On a aussi passé du temps à bien formuler nos questions pour avoir les meilleures réponses possibles, car la majorité de notre vidéo repose sur ces réponses. Avant de tourner, on a eu la chance de faire du repérage dans le vidéoclub. C'était crucial pour comprendre un peu le lieu, pouvoir appréhender le lieu et pouvoir savoir ce qu'on pouvait faire ou ce qu'on ne pouvait pas faire. Toutes ces infos nous ont permis de préparer un découpage technique, une étape essentielle pour organiser notre tournage, qui lui, par chance, s'est super bien passé. Que ce soit sur les plans dans la rue de Montmartre, les séquences d'interviews ou bien l'image dans les magasins, tout s'est bien passé. Christophe Petit, qui lui a l'habitude des interviews, a été super fluide et naturel, ce qui a vraiment aidé. Par contre, même si ça s'est bien passé le jour du tournage, c'était quand même très stressant pour nous tous. C'était notre premier vrai tournage, forcément la pression était là. Au niveau du montage, la principale difficulté rencontrée était au niveau de la synthétisation de l'interview, ce qui était assez compliqué parce qu'on voulait un peu garder toutes les informations qu'on a pu récolter, mais il fallait quand même garder un sens à l'interview et un lien avec ce que l'on voulait montrer, tout en enlevant le superflu. C'était un vrai défi de concession pour que la vidéo reste percutante et claire. Mais au final, c'était une expérience hyper formatrice et vraiment positive. On est super fiers du résultat, mais aussi content d'avoir pu travailler ensemble. Chacun a pris son rôle à cœur et surtout, on était tous là pour s'entraider et s'écouter et partager nos idées. Merci beaucoup Baptiste pour cette présentation du projet. On a pas mal de questions pour toi et je pense que je vais laisser Mickaël commencer par la sienne. J'en ai une parce que là, on a vu ton projet se tourner, mais en fait, on a vu aussi que sur les réseaux sociaux, notamment avec le compte officiel de l'IIM, qu'on a fait presque un article, on a fait un post avec ta vidéo, il y a eu des commentaires, des likes, des reposts. Et donc, qu'est-ce que ça fait de voir que ton école a pu mettre en avant en fait ton projet avec ton équipe, bien évidemment. Qu'est-ce que ça fait en fait de voir que ton école est derrière toi? Pour moi et puis pour toute mon équipe, c'est une vraie fierté que notre travail puisse représenter comme ça l'école sur leurs réseaux sociaux. Ouais, pour nous, c'est vraiment super de voir que notre travail il est valorisé et que l'école le prenne même en image pour représenter l'école et ce que les étudiants arrivent à faire.
Ben, c'est une fierté pour toi, mais c'est aussi une fierté hein, pour l'école. Moi, j'avais une question concernant ton entrée à l'IM, justement. Est-ce que tu avais dans ta tête l'idée de rentrer directement en axe audiovisuel? Est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait à la base ou est-ce que tu avais un autre axe peut-être en tête au départ? Alors moi, je suis arrivé à l'IM à la base sans avoir d'axe précis en tête. Je suis vraiment arrivé en me disant que je voulais découvrir tous les axes. C'était des domaines que j'avais pas pu voir au lycée, que ce soit du codage, de la 3D, etc. J'avais jamais fait ça. Et au final, c'est l'audiovisuel qui m'a le plus plu. Et c'est pour ça que je veux rentrer dans cet axe. D'accord. Très bien. D'accord, ok, très bien. Et donc, tu n'avais pas d'appétence particulière pour l'audiovisuel à la base? Tu n'avais pas touché une caméra avant? Non, pas du C'est- tout. Pas du tout. Que ce soit la caméra, le son, les lumières, même la post-production, tout ça, j'avais jamais utilisé. Et je suis super heureux d'avoir pu découvrir tout ça. Eh ben, merci beaucoup, Baptiste. C'était un réel plaisir de t'avoir sur le plateau. Thierry. Et nous, on va enchaîner tout de suite avec le projet Coding. La consigne pour ce rendu était d'une part de créer une plateforme de collection de cartes dont la thématique est laissée au choix des étudiants dans une liste prédéfinie, et d'autre part de concevoir des objets connectés. Le site devait intégrer toutes les notions en HTML, CSS, JavaScript et l'allier à un serveur PHP pour stocker des données. Bonjour Léo, bienvenue sur le plateau. On est ravis de t'avoir ici avec nous. Donc ton projet Coding, est-ce que tu pourrais nous en parler, nous en dire un petit peu plus? Déjà bonjour, merci de m'avoir accueilli ici aujourd'hui. Alors moi je vais présenter mon site de jeu de cartes qui est sur thème Dragon Ball. Dragon Ball qui est pour moi très nostalgique car j'ai grandi avec. Mais pourtant c'est pas le premier thème que j'ai choisi quand je me suis orientée vers l'axe coding. Tout simplement car, petite anecdote, j'ai fait au total de 3 sites internet pour mon projet d'axe. Ok. Mais j'en parlerai juste après. D'accord. Donc mon site il est constitué de 8 pages au total. Donc on a une page d'accueil avec toutes les cartes du jeu, donc à collectionner. Lorsqu'on appuie sur une carte, on a une autre page internet qui s'ouvre, on a tous les détails de cette carte-là. On a 3 pages pour tout ce qui est booster. Donc boosters qui sont constitués de 19-20 cartes, ce qui fait un total de 58 cartes. Un booster lorsqu'on le débloque, donc après 24 heures. On a 5 cartes aléatoires qui apparaissent et que l'on récupère sur notre page de profil. On a toutes les cartes qu'on a collectionnées. Et on a également une page pour se connecter et créer son compte. Donc comme je l'ai dit au début, j'ai alors fait 3 sites de jeux de cartes sur 3 thèmes différents. Le premier étant sur Undertale, donc qui est un jeu indépendant. Le deuxième sur Marvel. Et ensuite, bien sûr, le dernier sur Dragon Ball. Ceci à cause de difficultés ou problèmes concernant le sujet de l'API lorsque j'ai voulu les mettre en place sur mon site. Le fait d'avoir fait 3 versions m'a à la fois mis en retard sur certains points, mais finalement pas autant que j'aurais pensé. Par exemple, j'ai passé beaucoup plus de temps que nécessaire sur le projet d'axe, surtout au niveau du front-end, car vu que c'est des thèmes différents, j'ai dû changer et rechanger les visuels de mes sites. J'ai dû changer également la façon de les mettre en place et la façon dont on interagit avec. Par contre, avec ma première version, j'avais alors déjà la forme de mon site, donc tout ce qui était éléments JavaScript, les pages que je voulais faire. Donc tout ce que j'avais à faire, c'était prendre ces éléments-là et les mettre sur la version actuelle. Merci beaucoup Léo. Moi j'ai une petite question. Est-ce qu'avant de rentrer à l'école, tu avais déjà l'idée d'aller en coding Digital Innovation ou est-ce que tu t'es laissé un petit peu l'opportunité de découvrir d'autres axes? Est-ce que tu avais même un autre axe en tête à la base? Alors au début, moi quand je suis rentrée à l'école, je ne savais pas trop dans quel axe partir car tout m'intéressait. Mais j'avais une petite préférence sur le côté coding car c'était un aspect que j'avais déjà travaillé quand j'étais au lycée et que je voulais revoir. Et donc après, quand j'ai eu les cours en coding, j'ai raccroché avec l'axe et du coup, je suis partie dedans. Ok, super. Bon, moi, j'ai une dernière question. Quelle a été la plus grande difficulté que tu as eue au développement de ton site web? Parce que c'était quand même un site que tu avais au premier semestre, que tu as continué au second, et il y avait d'autres éléments que tu as pu apprendre en fait sur le tas avec les cours de spécialité. Et donc sur le développement du projet d'axe dans l'axe coding, qu'est-ce qui t'a le plus mis en difficulté? Donc la plus grande difficulté, moi, c'était sur le côté du back-end, car du coup, moi, la langue de programmation PHP, je la connaissais pas du tout au début. Et donc, juste comprendre en fait le système, de comment ça marchait, ça a pris un peu de temps. Et surtout le côté booster, parce que booster, on devait faire en sorte qu'il soit débloqué tous les 24 heures après l'avoir ouvert. Donc il fallait trouver un système de comment faire en sorte que ça fonctionne.
Merci beaucoup Léo, c'était un vrai plaisir de t'avoir sur le plateau. Et nous, on va enchaîner tout de suite avec le projet 3D. La consigne de ce rendu était de créer un court-métrage intégrant un personnage 3D prêt à être animé, ainsi qu'un décor modélisé et texturé en 3D. Bonjour Yanis, bienvenue sur le plateau, on est ravis de t'avoir ici avec nous. Si tu es ici, c'est pour nous présenter ton projet 3D. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Alors, mon projet 3D, c'est une scène d'animation de combat entre deux personnages, Raiden et Jetstream Sav, du jeu vidéo Metal Gear Rising Revengeance, qui est sorti en 2013. Et ma référence, c'est la référence d'un film d'animation japonais, Sword of the Stranger, réalisé par le studio Bone et qui lui est sorti en 2007. J'ai choisi cette scène, cette référence en tout cas, tout simplement parce que mes deux personnages, que j'ai du coup modélisés lors du premier semestre, ce sont des épistes accomplis. Et du coup pour moi, c'était logique de prendre un combat dans lequel c'était pas un combat à la main, mais un combat d'épéistes. La seconde raison pour laquelle j'ai choisi cette animation, c'est tout simplement parce que je souhaitais avoir des mouvements d'épée qui étaient un petit peu surréalistes, dans lequel en fait nous les humains faits de chair et de sang, ne pouvons pas réaliser parce qu'en fait en termes de lore, ces deux personnages justement que j'utilise lors de mon animation, ce sont des cyborgs et ils sont capables de faire des mouvements comme par exemple sauter des étages, enfin de plusieurs étages, et ils ont une force, on va dire surhumaine. Et finalement la troisième raison, c'est parce que je savais que je suis quelqu'un qui aime se surpasser. Et comme pour le premier semestre où justement j'ai choisi un personnage qui est très, on va dire, qui était compliqué à modéliser, et j'ai voulu justement surpasser mon niveau et du coup je souhaitais prendre une référence qui allait être compliquée afin de me permettre du coup de m'améliorer et du coup de gagner en compétences et en expérience. Voilà. Si je devais rentrer plus en détail sur mon animation, je pense que je parlerais des 3 épreuves que j'ai dû surmonter lors du projet. La première était que je souhaitais du coup faire une animation dans laquelle la scène était la plus ressemblante possible à ma référence. Notamment pour me faciliter la vie lorsque du coup je devrais poser mes caméras, poser mes personnages, comme ça en fait tout aurait été de la bonne taille. Donc en soi, comme pour la création de mes personnages, j'ai regardé le film et j'ai pris plein de screenshots pour avoir plein de références, afin du coup d'avoir une vue complète de ma scène. Et donc afin que ça soit la plus réaliste et la plus fidèle possible. Deuxièmement, lorsque je devais implémenter de la neige, et j'ai fait plein de recherches, sauf qu'en fait toutes les techniques que j'ai pu observer, elles étaient soit chronophages, soit elles étaient bien trop difficiles à réaliser. Et finalement, j'ai trouvé une technique pour implémenter ma neige. C'est tout simplement, j'ai utilisé une plane dans laquelle j'ai mis un noise de texture et dans lequel j'ai réduit l'alpha pour une couleur à 0. Ce qui du coup m'a permis de créer cet effet de neige et du coup qui donne un effet de réaliste et un plus à ma scène. Et du coup que j'ai réutilisé partout puisqu'elle était très simple à mettre en place et du coup ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Ma deuxième épreuve, c'était de régler toutes mes erreurs. J'ai commencé à réaliser mon animation sans avoir de texture sur mon personnage, ni même en ayant de personnage secondaire. Car je pensais du coup pouvoir implémenter l'animation que j'avais déjà réalisée avec mon premier personnage sur le second. Or, cela n'a pas marché. En plus de ça, à l'époque, pour chaque plan de caméra différent, j'ai fait un fichier Blender à part pour chaque plan. Ce qui faisait que lorsque du coup je faisais une modification, que ce soit au niveau des textures d'un personnage, ou bien lorsque je réalisais une nouvelle modélisation, notamment pour les épées, je devais l'implémenter dans les 4 autres ou 7 autres fichiers, ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Après, j'ai réussi à régler ce problème et j'ai tout fait dans un seul fichier, ce qui m'a fait gagner beaucoup de temps. Pour finir, je souhaitais ajouter des effets comme de la fumée ou des éclats lorsque les âmes se touchaient. J'ai donc cherché une manière de les implémenter, notamment grâce à des tutoriels YouTube. J'ai donc découvert l'outil Grease Pencil. À travers ces vidéos et à travers du coup ma technique, acquis à travers notamment mes nombreuses heures de dessin, ça m'a permis du coup d'ajouter ces effets dans ma scène et du coup améliorer ma fluidité et donc améliorer ainsi mon animation. Merci beaucoup Yanis pour ces explications, on sent vraiment que tu es passionné. Moi j'ai une première question à te poser, est-ce que tu es rentré à l'IM avec l'idée justement de faire de la 3D ou est-ce que tu avais un autre axe en tête? Bien, non, pas du tout. Au tout début, j'avais pour idée de justement intégrer l'axe jeux vidéo, faire du game art. Parce qu'en fait, j'ai toujours été passionné de jeux vidéo et je souhaitais du coup d'en faire un métier. Au fur et à mesure des cours, et aussi par rapport à ce que j'ai pu voir, tels que des films d'animation, ou bien des séries d'animation comme Arcane notamment, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la 3D et que je voulais en faire mon métier. Puisqu'en fait, j'ai toujours aimé les films d'animation
Et ça me plaisait plus de faire de la 3D. Et du coup, de participer à la création de ces films, etc. plutôt que du coup faire un jeu vidéo. D'accord, ok. Donc tu as switché de jeux vidéo à 3D. Je pense que Mika a aussi une Oh oui, oui, question question. à poser. Bah, là, je vais reprendre un peu ton projet parce que, avant, je me rappelle, j'étais à ton jury de fin d'année, avec Alexandre notamment. On a vu la version que tu nous as partagée de ton court-métrage d'animation 3D. Et donc, on vient de voir en fait la dernière version qui est améliorée. Quels sont les éléments qui t'ont permis de se dire, ouais, je vais me dépasser, je vais aller beaucoup plus loin que ce que j'ai montré en fait à l'entretien et en si peu de temps aussi, parce qu'il y a quand même les 2 semaines. Je dirais qu'il y a plusieurs éléments. La première, c'est que c'est peut-être parce que du coup j'ai modélisé mes personnages. En fait, je souhaitais leur donner vie. Parce qu'en fait, c'est ça aussi que j'aime bien avec l'animation, le rig, etc. C'est que tes personnages que tu as modélisés, ok, ils sont là, mais grâce au rig et à l'animation, on permet de leur donner, enfin, de les rendre vivants. En fait, on leur donne des émotions, on leur fait faire des actions. Et donc, en fait, tout cet aspect-là, ça me donnait envie de donner le meilleur de moi. Aussi, quand je voyais tout ce qu'on pu faire, du coup, par exemple, certains de mes amis avec leur animation 3D, ou bien lorsque je vois ce que font les professionnels de l'animation, ça me donnait envie. Chaque fois que je voyais un truc qui allait pas, je me disais, il y a un truc, il faut faire un truc un peu plus, faut pousser le truc un peu plus loin pour vraiment que ça aille dans la perfection. Là, actuellement, je suis assez satisfait de ce que j'ai fait, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses que je pourrais améliorer dans le futur, au fur et à mesure que je gagne en expérience. Je sais que je vais m'améliorer, du coup, voilà. Je pense que c'est le mieux. Super, bah, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, de toute façon, tu es quelqu'un qui aime se surpasser et ça prouve bien que quand tu es passionné, vraiment, tu peux aller super loin. Merci beaucoup, Yanis, en tout cas, d'être venu sur le plateau pour nous présenter ton projet avec passion. Et nous, on va enchaîner tout de suite avec le projet création et design. La consigne pour ce rendu était de créer un magazine numérique à l'image d'une célébrité choisie et d'en animer certaines pages, tout en proposant une direction artistique différente pour la célébrité en question. Bonjour Ilias, bonjour et bienvenue sur le plateau. Donc tu es ici pour nous parler de ton projet création et design. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Très bien. Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour Garance, bonjour Mickaël. Alors ce projet, ça a été bien plus qu'un simple exercice scolaire. Ça a été une vraie aventure, aussi bien créative, technique que personnelle. Petit aparté sur mon parcours qui n'a pas toujours été linéaire. J'ai commencé par des études de droit, puis de médecine. Mais ce qui me faisait vraiment vibrer, c'était la création, la communication et la possibilité de partager une histoire à travers des univers visuels forts. En intégrant l'IM, ces idées ont pu exister librement. Ici, cette école valorise autant la créativité que la technique et nous pousse à oser, tenter, recommencer et à donner du sens à ce que l'on crée finalement. Le projet que je vous présente aujourd'hui s'intitule Master Mon Mag, un magazine dédié à Travis Scott. Alors pourquoi lui? Parce que je pense qu'il ne crée pas que la musique, il crée des mondes. Son esthétique, ses collaborations, ses performances, tout est pensé pour créer un univers à part entière. Alors entre les crashs de logiciels, les coupures de Wi-Fi et les fichiers qui disparaissent comme par magie, ce projet m'a appris 2 choses essentielles, la patience et surtout l'importance de cliquer sur sauvegarder toutes les 30 secondes. Blague à part. Le magazine donc s'ouvre sur un teaser visuel comme une sorte de bande-annonce pour donner en quelque sorte un aperçu du ton et de l'univers graphique. Ensuite, j'ai structuré le contenu en plusieurs temps. Une présentation de Travis Scott avec une palette de couleurs chaudes, inspirée du désert texan et des teintes brutes de ses premières pochettes. Ces couleurs, au final, elles traduisent un peu l'énergie originelle, la chaleur et le côté brut de son parcours. Ensuite, pour la section Halloween, j'ai volontairement basculé vers des tons plus sombres, violacés, noirs et bleus, pour évoquer l'étrange, le fantastique et l'univers très cinématographique qu'il pourrait construire autour de cette saison. Enfin, pour la collaboration avec le FC Barcelone, j'ai choisi des couleurs plus sobres et contrastées, à la croisée du luxe et du sport, en lien avec l'identité du club et le branding de Cactus Jack. Enfin, une des parties les plus créatives du projet et aussi l'une des plus personnelles a été la création des cartes Pokémon X Travis Scott. L'idée était de fusionner la culture geek que j'aime, le visuel puissant des cartes Pokémon X et l'univers esthétique de Travis. Mais surtout, chaque carte a été pensée comme un véritable travail artistique. Chaque visuel est une scène, Travis n'y est jamais décoratif, il est intégré dans l'ambiance du Pokémon, comme s'il faisait partie du même monde, ou qu'il en était le guide. Bien sûr, ce projet n'a pas été sans galère. Crash logiciel, perte de fichiers, problème de réseau. Il m'est arrivé de tout perdre, de devoir refaire et d'improviser dans l'urgence, mais chaque bug a été en quelque sorte une leçon, chaque plantage une étape vers une version plus aboutie. Au final, si j'ai un message à faire passer, c'est celui-ci. Osez-vous réinventer. Parfois, changer de voie, faire un pas de côté ou sortir des sentiers battus, c'est ce qui permet de découvrir ce qu'on est vraiment capable de créer, et l'IM m'a donné cette chance-là. Merci beaucoup, Ilan, Merci. sur la présentation de ton projet. C'est très inspirant. J'ai une question et je pense que Mickaël aura également une autre. Je vais commencer avec la mienne du coup. Pourquoi est-ce que tu as choisi Travis Scott, ce chanteur en particulier?
Alors comme je le disais précédemment, c'est quelqu'un qui ne fait pas que de la musique. Il crée une expérience à part entière et c'est vraiment quelqu'un que j'écoute depuis très jeune. Voilà, même au niveau de ses créations artistiques, ses collaborations, j'ai toujours suivi un peu son fil d'actualité et c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire au quotidien, non seulement pour son travail artistique, mais aussi pour sa manière de faire et sa mentalité. D'accord, ok, je comprends mieux. Du coup, Mickaël, Question. Même 2 questions en une. Sur ce projet-là, notamment sur ce second semestre, parce que au premier semestre, c'était à peu près la même chose, mais c'était toi qui te mettais en avant. Sur le second semestre, là, c'est Travis Scott qui est mis en avant, en lien avec le magazine qu'il nous a montré. Quelles ont été en fait les difficultés que tu as rencontrées dans le développement de ton projet et aussi ce que tu as le plus apprécié en fait, réalisé en fait durant le second semestre? Alors les difficultés, elles ont été plus créatives je pense que techniques, parce que j'avais déjà quelques bases. Je me suis entraîné déjà au préalable sur divers projets. Donc oui, je pense que l'aspect créatif a été plus compliqué que technique, de par composer, comment jouer sur les jeux de lumière, les superpositions, le grain, etc. Donc c'est vrai que ça a été un vrai challenge. Et ce qui est du point positif justement, c'est ce large panel de possibilités en termes de créativité, malgré que le fait que ça soit un exercice précis, on avait quand même le choix de plein de choses, le choix artistique, le choix de l'artiste, les compositions, les visuels, de comment l'amener, de quoi créer. Comme par exemple les cartes Pokémon que j'ai pu confectionner, c'était pas forcément un des travails à faire, Bien sûr. qui a été recommandé. très demandé. impressionnant d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc c'est sûr que voilà, ça nous permet de sortir un peu de notre zone de confort et d'essayer d'explorer d'autres approches artistiques. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup en tout Merci cas à vous. d'être venu nous présenter ce projet qui est vraiment très très beau. Et nous, on va enchaîner tout de suite avec le projet marketing et communication digitale. La consigne pour ce rendu était de créer une stratégie de communication online et offline cohérente par rapport aux clients attribués à l'étudiant et créer tous les supports de communication appropriés à son projet. Bonjour, Jenna, bienvenue sur le plateau. On est ravis de t'avoir ici avec nous. Alors aujourd'hui, tu es là pour nous présenter ton projet marketing communication digitale. Enfin, je dis ton projet, mais en fait, c'était un projet de groupe où vous avez dû travailler pour un client fictif que vous avez choisi parmi une liste prédéfinie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'était demandé et ce que vous avez réussi à faire? Bonjour Mickaël, bonjour Garance, merci de m'avoir invité sur le plateau aujourd'hui. Moi je suis là pour vous parler de notre projet d'Axe avec mon groupe qui était un projet marketing dans lequel on devait intégrer la réalité virtuelle au sein d'une agence immobilière de luxe qui cible une clientèle spécifiquement à l'étranger. Et donc pour simplifier les visites, ils ont décidé d'intégrer la réalité virtuelle. Et on a travaillé sur plein d'aspects comme la création de contenu, le community management, la veille concurrentielle, où je vous en parlerai juste après. Notre projet, nous sommes une agence spécialisée dans la digitalisation dans le secteur de l'immobilier qui s'appelle Digemo. Et notre client, Prestige Real Estate, est une agence de biens de luxe située à Paris qui nous a sollicité pour un projet ambitieux. C'était donc d'intégrer la réalité virtuelle dans leur parcours client. L'idée derrière cela, c'était de transformer leur visite immobilière en une véritable expérience immersive à travers des visites guidées en réalité virtuelle. Et l'objectif derrière cela, c'était de faire de cette technologie un nouveau standard pour séduire une clientèle internationale exigeante. Pour cela, nous avons donc imaginé une stratégie complète, comme des mini-séries sur Instagram et sur YouTube, des collaborations avec des influenceurs, des sites web de haut de gamme, une newsletter sur mesure et spécialisée pour nos clients et un podcast immersif afin de raconter les histoires de chaque bien que nous mettons à disposition. Tout a été pensé pour valoriser l'excellence du service tout en intégrant les codes du luxe et de l'innovation digitale. Avec ce projet, nous avons souhaité repositionner l'expérience immobilière de Prestige comme un moment unique, émotionnel et personnalisé au croisement du digital et de l'humain. Merci beaucoup, Jenna, de nous avoir présenté un petit peu tout ça. On a des questions à te poser, notamment Mickaël, je pense que je vais laisser commencer. Ah, et pour une fois. En fait, on sait très bien que ton premier choix, c'est l'axe création et design, et ton deuxième choix, c'est marketing et communication digitale. Est-ce que, par rapport aux autres axes, en fait, est-ce que ça t'a semblé cohérent de faire ce second choix marketing, tout simplement, ou est-ce que ça aurait pu être un autre choix d'orientation, en fait, pour faire ton projet d'axe, en fait, tout simplement? Alors moi, il m'a semblé
cohérent de prendre l'axe marketing parce que j'ai remarqué du coup en travaillant sur ce projet qu'on avait pas mal de créa à l'intérieur du marketing et aussi que pour être une bonne créa, il faut aussi être un peu marketing d'un côté, savoir bien vendre ses idées et justifier ses choix. Et je trouvais que les deux choix ensemble se complétaient très bien et ça pouvait être très cohérent de travailler sur ces deux-là tout au long du deuxième semestre. Très clair. Oui, je suis tout à fait d'accord d'ailleurs avec ça. Moi, j'avais une question aussi au niveau de l'organisation un petit peu du groupe parce que donc vous travaillez sur une thématique un peu particulière puisque le projet DAX est axé autour d'un client fictif. Donc, vous avez dû créer une agence où chacun avait ses spécialités. Moi, j'aimerais savoir comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des difficultés qui ont été rencontrées dans le management, dans la répartition des tâches? Comment est-ce que vous vous êtes vraiment organisé autour de ce projet? Bon, en réalité, ça a été plutôt assez simple de se répartir les tâches. On avait chacun un rôle dans l'agence. Moi, par exemple, je me suis occupée de faire tout ce qui est la créa autour du site internet, de la pochette pour le podcast. On a une autre camarade qui s'est, elle, occupée de tout ce qui était empathie map, etc. Un camarade, lui, qui s'est occupé de tout ce qui était plutôt planning éditorial, répartir un peu les tâches de communication à travers les réseaux sociaux, le community management. Et on s'est plutôt bien géré à ce niveau-là en faisant des documents partagés, chacun travaillait un peu de son côté tout en travaillant ensemble durant le projet. Surtout que vous aviez probablement des axes aussi pareil partagés. Toi, c'était second choix. Peut-être qu'il y avait d'autres camarades à toi aussi dans ton groupe qui avaient en second choix marketing ou est-ce que donc c'était ça la fin de créer. voilà, donc la difficulté, il y avait quand même une petite difficulté à ce niveau-là. Ouais. Ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, à vous, Lana. Merci beaucoup, ça nous a fait très très plaisir de t'avoir sur le plateau. Et nous, on va enchaîner tout de suite avec le dernier projet qui est le projet jeux vidéo. Pour ce rendu, la consigne était de concevoir une démo de jeu vidéo de type platformer 2D sur Unity. Le projet était d'inclure des éléments essentiels tels qu'un tutoriel, des défis et l'ensemble des mécaniques de jeu, tout en exigeant la création personnelle des décors et des assets graphiques. Bonjour Loïc, bienvenue sur le plateau. Alors aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ton projet jeu vidéo, projet qui était également un projet en groupe. Et donc tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'était que ce jeu. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Donc déjà, bonjour Garance et bonjour Mickaël. Alors, notre jeu à nous, c'est Sconix. Donc, il a été développé par Maxime, Léo, Lilian et moi-même. Et donc, c'est un platformer 2D qui avait pour objectif donc d'être un puzzle game dynamique. Alors, c'est un petit défi parce que on a dû réussir à jauger entre le côté dynamique donc, de notre jeu et en même temps le côté puzzle où il va falloir laisser le temps aux joueurs d'avoir des réflexions sur justement le puzzle. Et donc, pour vous expliquer assez facilement le concept, il faut vous imaginer donc un écran rectangle, tout ce qui est de plus normal, avec comme un miroir au milieu en vertical. Et donc la mécanique de notre jeu, c'est que notre joueur il va pouvoir changer de dimension. Et en fait, quand il va changer de dimension, il va pouvoir se téléporter d'un côté et de l'autre de ce miroir. Et donc imaginons que le joueur soit en haut à gauche de l'écran, quand il va appuyer sur E, il va finir en haut à droite. Et donc grâce à ça, il va pouvoir résoudre donc les puzzles en se téléportant d'un côté et de l'autre. Pour la petite anecdote un peu rigolote de d'où est venue donc, cette idée, en gros j'étais en vocal donc, sur Discord avec une amie et elle avait mis sa caméra. Et à un moment, elle cherche un objet qui se trouve dans son décor. Et moi, je voyais cet objet par la caméra. Et donc là, je lui dis que l'objet se trouve à sa droite. Et là, elle regarde à sa gauche. Et donc au début, je comprends pas, je lui dis mais regarde à ta droite et au fur et à mesure on a commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui cloche. Et donc je lui ai demandé à la fin de lever sa main droite et là elle me lève sa main gauche. Et là on a compris qu'en fait la caméra elle était flip. Et là dans ma tête j'ai eu un déclic où je me suis dit mais est-ce qu'on pourrait pas en faire une idée de jeu en fait ça. Et donc l'idée d'origine c'était de se dire que en fait tout le monde entier devait flip. Sauf qu'en faisant ça, ça créait plein de problèmes, etc. Et du coup, on est arrivé avec mon équipe à se dire, bon, plutôt que de mettre tout le monde, en fait, on va faire que le joueur. Et en fait, la mécanique de base, c'est vraiment juste le joueur qui flippe de côté dans le monde. Voilà comment nous est venue un peu l'idée. Donc, pour rentrer un peu plus dans les détails techniques, alors déjà au niveau du moteur, on a utilisé Unity pour créer Sconix, donc. Et on a aussi utilisé GitHub pour se passer les projets entre nous. Et je ne sais pas si vous avez déjà utilisé GitHub, mais pour nous, c'était l'une des premières fois. Et du coup, on n'a pas échappé à avoir plusieurs problèmes à cause de ça.
À la fin du projet, on a carrément eu des difficultés au point où on n'arrivait plus à s'envoyer le projet entre nous et qu'on a dû faire toutes les nouvelles mises à jour sur mon PC directement. Un deuxième problème qu'on a eu, c'était cette fois lié au game artist, car comme vous l'aurez compris, donc notre jeu est composé de 2 dimensions. Il y a la dimension lumineuse et la dimension obscure. Et vers le milieu du projet, on a un professeur de game art qui est venu nous voir, et Maxime, qui avait des assets en noir et blanc, et a eu des conseils donc, de ce professeur qui lui a dit que sa dimension, qui était de base la lumineuse, serait mieux si c'était la dimension obscure. Et donc Léo, qui de base faisait la dimension obscure, a dû remodifier toutes ses assets pour que les assets correspondent à un monde donc lumineux. Ce qui fait qu'on avait quand même la moitié du projet niveau graphisme à refaire. Pour autant, on a réussi à rester efficace avec mon groupe grâce à une chose, c'était les réunions de groupe. Toutes les semaines, on s'était dit qu'il fallait qu'on se fasse une réunion pour justement discuter de tout ce qui était les problèmes techniques ou justement des idées qu'on aurait eues ou qu'est-ce qui est en priorité à prioriser du coup. Donc les réunions, ça nous a permis d'avoir un jeu final très beau et avec un gameplay et un game feeling qui est très polish, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est très fiers de ce projet. Eh bien, merci beaucoup, Merci. Loïc, pour la présentation de ce projet. Pas mal de questions à te poser. Je vais laisser Mickaël introduire la sienne. Merci beaucoup. Alors, étant donné que vous avez quand même une deadline à respecter jusqu'à l'entretien de fin d'année, vous avez fait quand même beaucoup d'itérations. Vous avez aussi les semaines de rush projet d'Axe aussi. Si vous aviez encore plus de temps, par exemple jusqu'à fin juillet ou même jusqu'à la fin des vacances au mois d'août, qu'est-ce que vous auriez pu rajouter en plus, que ce soit en termes de design, sur l'aspect artistique ou même sur l'aspect dans la programmation pure? Globalement, qu'est-ce que vous auriez pu rajouter en plus pour que ça soit encore plus immersif? Alors, au niveau du game art, on avait pensé à mettre un effet de transition au moment où le personnage se téléporte. Au début, on avait pensé à une sorte de diffusion de peinture, sauf que de 1, ça prenait beaucoup de temps à faire, et de 2, on s'était dit qu'au niveau du game feeling, ça allait gêner parce que ça gênerait au niveau du dynamisme, le fait de pouvoir se téléporter et d'enchaîner. Après, au niveau des mécaniques, on avait pensé justement, on a des ennemis, sauf qu'on aurait voulu aussi rajouter un boss qui, selon la dimension dans laquelle on se trouve, change de pattern. C'est-à-dire que de base, par exemple, il ferait des gauches-droites, tout ce qu'il y a de plus normal, et quand on serait dans la dimension obscure, il ferait des sauts. Ce qui permettrait qu'en fait, le joueur passe en dessous pour accéder, par exemple, à une lanterne qui permet de désactiver une porte, ou carrément, en fait, on pourrait faire en sorte qu'une plaque, qu'une lanterne, s'active uniquement dans une des 2 dimensions. C'est-à-dire que si le joueur se téléporte juste de l'autre côté, il ne serait pas dans la bonne dimension. Ça veut dire qu'il faut qu'il trouve le moyen de, sans changer de côté, de passer de droite à gauche ou de gauche à droite. Et donc ça, c'était des options qu'on s'est laissées et qu'on s'est dit que si on voulait continuer et rajouter de nouveaux niveaux, on pourrait rajouter ça. Oui, hyper ingénieux. J'aime bien l'idée, en tout cas. J'ai hâte de voir si vous l'intégrez à l'avenir. Moi, j'avais une question. Comme on l'a vu sur les images précédemment, tu nous en as parlé. Vous avez rencontré des problématiques, notamment au niveau de GitHub, etc. Moi, je me demandais si vous avez d'autres anecdotes éventuellement à nous partager sur le jeu. Et une autre anecdote qu'on a, c'est un petit easter egg que du coup on a mis dans le jeu et c'est le nom de notre personnage. Donc notre personnage, il s'appelle Paul. Et en fait, Paul, c'est le nom de mon grand frère, qui est aussi donc à l'IM, et il nous a aidés sur des plans techniques, comme il a réussi aussi à nous conseiller tout le long du projet sur le jeu, ce qui fait que ça nous a tellement aidés, et pour le remercier, qu'on a voulu mettre son nom du coup dans le jeu. C'est trop mignon. Ouais, c'est bien. C'est trop cool. Il doit être très très content. Écoute, merci beaucoup en tout cas Loïc de nous avoir parlé de ce projet. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission qui est la dernière de la saison. Si ces projets vous ont autant impressionné que nous ou si vous souhaitez en savoir plus sur nos formations, rendez-vous sur notre site web iim.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram et X. Merci de nous avoir suivis et à l'année prochaine pour la prochaine émission.